bonsoir. Bienvenue à cette table ronde présentée par Néo-Québec intitulée Québécoises et engagées, le panel Femmes et diversité. Je me présente, Madouanika Fanorkadek, québécoise engagée, et je serai votre modératrice ce soir. Merci à Cyril Equala pour cette opportunité. Ce soir, nous disposerons de 90 minutes pour vous faire découvrir des jeunes femmes inspirantes qui osent, dans le cadre de ces élections municipales 2021, se lancer dans la mêlée et vous représenter à titre d'élu au sein de ce palier de proximité. Nous les entendrons s'exprimer sur chacune des thématiques suivantes pendant 20 minutes par thématique. La transition écologique, la question du logement et des milieux de vie, la sécurité publique et pour terminer, enfin, avec les femmes que nous avons devant nous, la parité et la diversité en politique. Sans plus tarder, je vous les présente. Nawal Bekeshi, candidate au poste de conseillère de ville dans le district de François Perrault, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, pour le parti Mouvement Montréal. Rima Chogri, candidate au poste de conseillère dans le district de Parc-Michel-Chartrand, dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil pour le parti Longueuil Citoyen, équipe Jean-Marc Léveillé. Michelle J. Huy, candidate pour le poste de conseillère dans le district 9 pour le parti Brossard Ensemble, à ne pas confondre avec district 31. Gracia Kasuki Katawa, candidate à la mairie de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce pour le parti Projet Montréal. Afine Loualalika, candidate pour le poste de conseillère de Parc de la Cité dans l'arrondissement de Saint-Hubert pour le parti Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Annick Senghor, candidate au poste de conseillère dans le district de Saint-Vincent-de-Paul, à Laval pour le parti Mouvement Lavallois. Et Stéphanie Valenzuela, candidate au poste de conseillère de ville dans le district de Darlington, dans Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, pour le parti Ensemble Montréal, équipe de Nicodère. Mesdames, bonsoir. 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 Vous pouvez répondre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, comme vous le savez, nous ne débattrons pas, mais nous aurons un aperçu de vos visions respectives quant au thème si haut énoncé. Donc, sans plus tarder, brisons la glace avec la transition écologique. J'ai plusieurs millénariales devant moi, donc ce n'est pas une surprise de discuter de l'enjeu de l'heure, l'enjeu de notre génération et l'enjeu de bon nombre de Montréalais, de Lavallois, de Longueuillois et de Brossardois. Donc, on a tout le monde ici. Donc, je commence ici par Rima, je vous cite, vous vous présentez avec la volonté ferme de faire une différence en posant des gestes concrets pour améliorer principalement l'environnement et la qualité de vie des familles, des jeunes et des aînés. Rima, donc concrètement dans votre district, qu'est-ce que ça signifie? Oui, donc j'aimerais juste d'abord vous remercier aussi Néo-Québec et toutes les personnes qui nous regardent présentement. Donc, c'est sûr que pour mon district, le premier enjeu, c'est de régler la question de la surpopulation des serres. Parce que de un, ça fait un effet sur notre forêt urbaine, le parc Michel-Chartrand. Il mange des haies aussi de cèdres de à peu près la majorité de nos résidents. Donc, il y a vraiment un problème de gestion de la faune et de la flore. Donc, ça, c'est un enjeu vraiment primordial dans mon district. Et c'est sûr aussi qu'il y a la question du reboisement après les ravages de la grille du frêne. Donc, ça, c'est un autre enjeu. Il y a aussi la question de la maladie de Lyme. Donc, beaucoup d'enjeux liés à l'environnement, à la préservation de la faune et de la flore dans le parc Michel-Chartrand. Donc, ce sont des enjeux. Est-ce que je parle des solutions ou… Allez-y, c'est un peu la question. Donc, savoir concrètement ce que ça signifie. Donc, on comprend que c'est une priorité pour vous et que ça fait partie de la plateforme du parc. Notre approche pour régler le problème de la surpopulation, c'était un grand débat. Ça fait plusieurs mois et ces dernières années, mais surtout la dernière année, parce que nous, en fait, on est contre l'abattage. Nous, on a une approche éthique, efficace, mais éthique. Donc, on considère vraiment le bien-être animal comme un principe primordial dans notre approche. Donc, à court, moyen, à long terme, à court terme, on veut euthanasier les chevreuils malades. Et en deuxième lieu, les chevreuils qui sont en bonne santé, on a contacté, en fait, Jean-Marc Léveillé, notre chef à la mairie, donc a contacté deux experts en cervidés à l'Université Laval et à l'Université de Montréal
avec des zoos aussi qui nous ont dit qu'il y a possibilité de les déplacer, des chevreuils, là, avec une grande chance de survie. Et en troisième lieu, et à long terme, donc, mais avant aussi, les femelles, les chevreuils femelles qui vont être toujours dans le parc, là, qu'on veut garder, les femelles, on va les stériliser. Donc, c'est tout un processus qui va s'échelonner sur 6 mois jusqu'à 1 an maximum. Et le long terme, c'est sûr qu'on lance un programme de recherche scientifique là, ben, ce sont des scientifiques qui vont nous dire comment gérer des animaux ou de la faune dans un milieu urbain. Et ça va inclure aussi, comme vous verrez, l'important, c'est un bureau de l'environnement aussi qu'on veut créer au sein de la ville. Donc, ça va être des consultations à long terme. Là. Voilà, merci Rima. Affine, donc je l'ai dit tantôt, vous vous présentez dans le district, dans l'arrondissement plutôt de Saint-Hubert. On sait que la ville de Longueuil procède à des travaux pour le prolongement du boulevard Béliveau dans votre arrondissement. Travaux qui ont déjà détruit une partie de l'habitat essentiel de la rainette Fougrillon. Donc, on en a entendu parler dans les médias. Donc, la rainette Fougrillon, donc cette espèce de grenouille menacée, dont l'habitat est légalement protégé par la loi sur les espèces en péril. Catherine Fournier, votre chef, promet de freiner l'étalement urbain en protégeant 1500 hectares de forêts boisées, soit l'équivalent du 10e du territoire de Longueuil, notamment dans un but de conservation de cette espèce. Donc, Catherine, cet engagement signifie quoi pour les électeurs de votre district? Premièrement, merci beaucoup Madoua pour ce panel. C'est incroyable quand même, hein, autant de femmes issues de la diversité qui se présentent au palier le plus important, je pense, dans la vie d'un citoyen, qui est le palier municipal. Et merci à Néo-Québec, merci à Cyril qui a toujours donné une plateforme aux personnes issues de la diversité pour pouvoir exprimer au moins nos idées et où est-ce qu'on veut aller exactement avec ça. Alors, je souhaite quand même clarifier, hein, le boulevard Béliveau n'est pas dans mon arrondissement, premièrement, c'est beaucoup plus dans le Vieux-Longueuil, notamment proche du Boisé du Tremblay, en fait, le district de ma collègue Lisa Belaïcha. Moi, je suis à Saint-Hubert, et particulièrement le parc La Cité. Mais par contre, cet enjeu touche beaucoup mon district aussi. Enfin, on pourrait parler de mon district qui a pratiquement les mêmes enjeux, puisqu'on a beaucoup d'espaces verts dans mon district d'ailleurs. On a aussi la Renette Faugrillon dans le Boisé qui se trouve sur Moïse-Vincent, proche de la 30. Il y a d'ailleurs au porte-à-porte beaucoup de citoyens qui, pour alléger un peu le trafic sur certaines rues, comme au Villa Hamel, comme Prince-Charles, ils veulent qu'on puisse mettre un boulevard, par exemple, sur Moïse-Vincent pour exactement alléger le trafic, alors qu'il y a un Boisé qui a exactement la grenouille Renette Faugrillon. Maintenant, c'est vrai, notre parti, ce qu'on veut faire, c'est protéger nos espaces verts à perpétuité. Je veux clarifier ça parce que ça fait un gros débat par rapport au fait que nos boisés sont déjà protégés, mais en effet, nos boisés sont protégés par des règlements municipaux, ce qui veut dire que ça peut changer dépendamment de l'administration, dépendamment des conseils majoritaires ou pas. Nous, on veut les conserver et les protéger à perpétuité. Ça veut dire par un règlement du ministère de l'Environnement, un règlement qui protège les espaces verts, 1500 hectares, c'est sans compter le parc La Cité, qui est d'ailleurs le poumon de mon district, ainsi que le parc Michel-Chartrand, pour que si un jour, c'est ça l'exemple que j'aime donner aux ports, si un jour un Donald Trump devient le maire de Longueuil, il ne pourra jamais vendre une partie de ces espaces verts à un promoteur immobilier. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est protéger nos quartiers contre les îlots de chaleur, emmener cet oxygène exactement pour le bon vivre. Saint-Hubert et particulièrement de parc La Cité, il fait très très bon vivre. Il y a des grands espaces verts qu'on veut conserver. On veut nous assurer quand même qu'on garde aussi l'espèce Renette Faugrillon dans ce sens-là. Donc, alors pour adresser les problèmes peut-être liés à la circulation, on va travailler sur des méthodes, sur des programmes qui nous départagent un peu de l'autonomie à l'automobile par une desserte un peu plus grande et meilleure de la desserte du RTL, des automobiles, Est-Ouest précisément, parce qu'on est quand même bon dans le Nord-Sud. C'est dans ce sens-là qu'on veut travailler, en fait. Je pense que ça répond à ta question, hein, n'est-ce pas, Madoua? Je pourrais aller pendant des heures. Merci, Madoua. Merci, Affine. Actuellement à Montréal, maintenant, donc on sait, environnement rime avec mobilité et transport collectif. À cet effet, donc, on voit notre projet Montréal s'engage dans sa plateforme à favoriser le développement d'options de mobilité partagées dans tous les arrondissements de Montréal. Selon Statistique Canada, donc 47% de la population
recensé en 2016 dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, déclaraient se rendre au travail en transport en commun, dont 54 de femmes. Comment vous souhaitez que l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce puisse mieux faire sa part en matière de mobilité partagée à titre de mairesse d'arrondissement? Merci. Puis moi aussi, il faut absolument que je prenne le temps de remercier Cyril, l'Institut au Québec. Madoua, je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Écoutez, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous ici qui avons déjà transité par cet arrondissement. C'est vraiment un centre important où il y a plusieurs personnes qui transitent. Oui, les habitants de l'arrondissement, mais aussi d'autres personnes qui viennent y travailler et étudier, etc. Donc, il faut clairement augmenter l'offre, en fait, de transport en commun, de transport actif, et puis favoriser vraiment les modes de transport durables. Toutefois, je suis consciente que mon rôle de mairesse d'arrondissement, ça va être notamment un rôle de gestion du changement. On le sait, là, on est dans une ère où le plus grand défi de notre génération, ce sont les changements climatiques. Donc, il faut s'assurer de prendre des actions importantes en termes de ajout de pistes cyclables sécuritaires. Madame Plante, elle a déjà commencé à diminuer le transport collectif pour les 65 ans et plus. On va le faire aussi pour les 17 ans et moins. Donc, il y a certaines actions qui sont entreprises, mais il faut le faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questionnements. On l'entend dans les médias, là, les stationnements, les voitures, etc. Mais vous savez, moi, lorsque je vais aux portes, parfois, les conversations commencent difficilement. « Ah, mais là, on a enlevé ma place de stationnement. » Mais je remarque que lorsqu'on est en mesure d'offrir de l'écoute aux gens, de voir quels sont leurs blocages, puis d'expliquer qu'en fait, finalement, l'intention, c'est de pouvoir adresser l'enjeu des changements climatiques en augmentant le transport actif, durable, etc., augmenter la sécurité sur les routes pour les cyclistes et les piétons, mais aussi pour les automobilistes, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent être en voiture. Lorsqu'on explique aux gens que c'est ça l'intention, c'est vraiment une cohabitation qui est sécuritaire pour les personnes qui utilisent, essayer de diminuer le plus possible l'utilisation des autos solo. C'est vraiment ça l'intention. Puis qu'on va y arriver graduellement ensemble. Mais je pense que la population comprend ça. Puis la population est d'accord avec ça en général. Donc, mon rôle comme mairesse, ça va être d'écouter les gens, quels sont leurs blocages, de faire de l'éducation un peu, puis d'expliquer qu'il y a des moyens de débloquer, de voir quelles sont les solutions possibles aux différents défis qu'eux entrevoient à l'ajout de pistes cyclables, par exemple. Et puis, ça va nous permettre certainement d'aller de l'avant. Mais voilà, donc c'est clair qu'il faut aller dans cette direction-là, d'avoir du transport collectif, du transport durable, mais il faut le faire avec l'ensemble de la population. Puis ça va être mon rôle là, beaucoup comme mairesse d'arrondissement que d'être à l'écoute de la population pour qu'on puisse là, tous avancer ensemble en ce sens. Merci, Gracia. Stéphanie, vous qui êtes aussi dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, donc on voit un peu la question, parce qu'Ensemble Montréal est déterminé à atteindre la carboneutralité d'ici 2045. Donc, comment Côte-des-Neiges NDG peut faire sa part? Donc, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est sûr qu'on va travailler énormément avec la ville-centre pour atteindre ces objectifs. De notre côté, localement, avec M. Lionel Perez, qui se présente comme maire pour l'arrondissement, qui a été conseiller de ville pour mon district pendant 12 ans, il connaît très, très bien les enjeux à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Il connaît très, très bien aussi le fonctionnement de notre arrondissement. Donc, localement, ce que nous, on aimerait faire, c'est qu'on aimerait développer un budget spécifiquement pour Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce sur un budget carbone des GES. Et aussi, ce que nous, on aimerait faire pour l'environnement, c'est qu'on a des plans concrets. On a un plan, par exemple, pour les trottoirs, pour les aménagements de trottoirs. On aimerait, par exemple, 30% des nouveaux trottoirs se feront avec une poudre de verre. Donc, ça, c'est une matière recyclable qui peut aider l'environnement, qui va bénéficier l'environnement et que nous aussi, ça va être moins cher pour les résidents. Aussi, on va autoriser des matériaux de construction plus écologiques. Donc, ça, c'est plus au niveau local. En ce qui concerne Ensemble Montréal et nos plans pour atteindre les objectifs de carboneutralité d'ici 2045, on sait que Montréal est une métropole moderne et on a tous les atouts nécessaires ici au Québec pour atteindre les cibles ambitieuses, telles que décarboner l'ensemble des bâtiments de la collectivité montréalaise, décarboner nos industries en accélérant l'innovation verte. Donc, vraiment,
on a la possibilité d'être un leader dans la transition écologique et avec une administration de Denis Coderre Ensemble Montréal, on va pouvoir atteindre ces cibles-là. Merci Stéphanie. Nawal, maintenant, donc toujours à Montréal, votre parti souhaite que Montréal devienne un leader en matière de justice climatique. Donc, de l'autre côté, donc, on a la transition écologique, mais justice climatique et souhaite élaborer une politique environnementale qui est basée sur des valeurs d'équité, de justice et inclusion. Pouvez-vous élaborer? Nawal, le micro est fermé. Vous êtes en mute. Excellent. Voilà. Donc, oui, bonsoir. Et puis, je vais rejoindre toutes mes collègues pour vous remercier pour votre invitation, très, très importante pour un exercice démocratique sain. Donc, pour revenir à votre question, pour le transport, en fait, la question ici, donc, c'était au niveau de la politique environnementale, la justice climatique. OK. Donc, oui, parce qu'on peut bien parler de favoriser l'environnement, de se battre pour un environnement et un climat sain. Par contre, lorsque le transport en commun, un prix ordinaire est à 90,50 $, pour une personne, quand un tarif réduit pour des étudiants et de 54 $, on s'entend que pour une famille qui sont un papa, une maman, 3 enfants, qui doivent payer leur transport en commun par mois dans un quartier défavorisé comme celui pour lequel je me présente, ça fait dur de dire qu'on travaille pour l'environnement et on encourage le transport en commun. Donc, pour le parti Mouvement Montréal, pour lequel je me présente, on a décidé qu'on allait offrir la gratuité pour les personnes âgées, donc 65 et plus, et réduire de 50%, offrir un rabais de 50% pour nos jeunes. Parce qu'on est des familles. En Montréal, il y a quand même beaucoup de familles. Dans mon quartier, il y a beaucoup de familles. Donc, si on veut encourager le transport en commun, il faut être conséquent avec soi-même et avec ses politiques. D'accord. C'est dans ce contexte-là que le Conseil consultatif indépendant sur la justice climatique, donc c'est un peu donc, c'est un peu donc ce sur quoi le consultatif donc conseillerait le maire, donc selon votre plateforme. Exactement, tout à fait. De créer un conseil consultatif indépendant pour le transport et pour tout ce qui est environnemental qui va conseiller directement la mairie. Parce qu'actuellement, tout est fait à la pièce. Donc, ça, c'est d'un côté. Donc, le transport, encore une fois, quand on parle de décarboniser, il faut commencer à la base. Merci, Nawal. Est-ce qu'il y avait une autre question là-dessus? Non, c'est tout pour le moment. On regarde, donc on essaie de rester dans notre horaire. Donc, je vais passer donc directement donc, à Michel. Donc, Michel, vous avez fait carrière dans le secteur bancaire. Donc, vous savez qu'environnement et développement économique vont de pair. Donc, je l'ai dit, donc, pour notre génération, c'est tout à fait naturel. Donc, on ne parle pas d'opposer ici. Donc, ici, donc, comment entrevoyez-vous donc une relance économique verte à Brossard? Donc, comment ces deux éléments donc s'allient pour le développement de Brossard? Absolument. Merci pour la question et enchantée, Madoua, et chers panélistes, enchantée. Donc, c'est définitivement une priorité, cette importance-là d'économique et écologique. C'est définitivement une priorité, je pense, pour beaucoup de citoyens aussi. Et bien sûr, en tant que candidat, je ne pense pas que c'est vraiment un sujet de tendance, mais vraiment une réalité. Donc, comment je vois ça, c'est je prends en considération de tout ce qui est transition écologique dans toutes mes décisions. Par exemple, un investissement dans les jeux d'eau pour les citoyens, des nouveaux développements avec certification LEED, des bornes électriques pour les autos dans nos développements. Donc, ça, c'est une transition verte que nous sommes capables, comme municipalité, d'aider nos citoyens. Donc, nous aussi, on compte à faire une preuve d'audace pour l'environnement avec une économie verte,
justement en travaillant avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux de l'agglomération de Longueuil, justement pour offrir soit des subventions, des programmes de financement justement pour ces initiatives vertes pour les petites entreprises aussi. Donc, c'est comme ça avec mon expérience professionnelle en tant que bancaire et de pouvoir ajouter cette expertise-là dans mes décisions comme conseillère municipale aussi. Donc, je compte à continuer comme ça dans toutes les décisions qu'on fait. C'est de garder cette position écologique, mais également économique en même temps pour la prospérité pour nos citoyens. D'accord. Et Annick, votre plateforme, de votre côté, donc la plateforme du Parti Mouvement Lavallois, donc mentionne que la pandémie, le confinement ont accentué le besoin des citoyens d'être toujours plus connectés avec la nature et souhaitent poursuivre l'acquisition de milieux naturels pour mieux les protéger. Donc, selon vous, donc, Annick, donc, comment les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul pourront bénéficier de l'engagement de créer un plan régional de transition écologique? Ben, en fait, au niveau ville, effectivement, on a déjà, en fait, le parti Mouvement Lavallois qui est au pouvoir depuis 8 ans a conservé, on est passé de 3% à 12% de territoires protégés de milieux naturels, puis on veut continuer cette acquisition. Dans mon district particulièrement, on n'a pas beaucoup de milieux naturels à protéger. Par contre, l'accès aux berges est important et c'est ce qu'on veut redonner aux citoyens, que les citoyens puissent avoir accès aux berges. Donc, ce que ça veut dire, c'est de les rendre viables, d'avoir... Oui, exactement. Alors, mon district est situé, pour ceux qui connaissent Laval, entre le boulevard Le Sage et après le pont de la 25, et c'est effectivement en face du boulevard Gouin. Donc, on a le fleuve qui nous sépare. Donc, on a vraiment une grande partie d'auberges. Mais dans ce territoire-là, il y a aussi une grande partie d'auberges qui appartient au fédéral avec tout ce qui appartient à la prison et au Service correctionnel Canada. Mais on a quand même plusieurs berges que les citoyens peuvent en fait se réapproprier. Et c'est ça qu'on va faire particulièrement dans notre district. La transition écologique aussi, on veut la faire, on veut avoir le levier en tant que municipalité quand il y a des constructions, des nouveaux développements, mais mettre en fait des contraintes entre guillemets aux promoteurs pour qu'il y ait plus de verdure, des plantations d'arbres, moins d'îlots de chaleur. Et ça, c'est des leviers en tant que municipalité, puis avec nos nouveaux règlements de l'urbanisme qu'on va pouvoir imposer. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on va pouvoir aller directement dans mon district, imposer une transition écologique et permettre aussi aux citoyens de se connecter, d'être plus connectés avec la nature. Merci Annick. Le temps passe déjà très vite, donc donc nous sommes prêts donc à passer donc au second sujet, donc logement et milieu de vie. Donc, vous le savez, mesdames, donc, que l'on soit locataire ou propriétaire, la question du logement est une qui est impérative afin de combler un besoin criant de base. Donc, alors qu'on le sait, donc, le coût des loyers ne cesse d'augmenter, l'accès à la propriété représente de plus en plus un défi. Donc, mesdames les Montréalaises, d'abord, donc, nous voyons de plus en plus de jeunes familles s'établir à Laval, à Longueuil, à Brossard, donc notamment donc, quand elles ne peuvent plus demeurer à Montréal pour réaliser leur objectif d'accès à la propriété. Donc, globalement, donc déjà, donc comment garder ces premiers acheteurs en ville? Nawal. Oui, et je vais devoir insister sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que il y a des effets quand on se présente à Montréal, c'est des arrondissements et des quartiers. D'accord? Quand on parle de logement actuellement, si je dois parler de mon arrondissement, il y a eu une taxe d'arrondissement qui a été imposée à tous les propriétaires. Cette taxe d'arrondissement a directement eu un effet direct sur les locataires. Donc, déjà, travailler là-dessus, c'est très, très important. Donc, il n'y ait pas de taxe d'arrondissement. Ça, c'est quelque chose de très important. L'autre chose,
qui est un problème et je pense que c'est ressorti à plusieurs niveaux dernièrement et dans plusieurs médias, c'est que à Montréal, les étudiants prennent beaucoup de place et avec raison. Donc, ils louent dans des quartiers centraux, ils font de la colocation et donc ça garde les prix à la hausse. Donc, nous, on s'engage à créer 5 000 logements étudiants déjà parce que les étudiants ont un grand effet un effet négatif, mais sans vouloir les critiquer, c'est le marché qui fait ça, sur l'augmentation des loyers parce qu'ils se mettent ensemble. Donc, créer des logements étudiants, c'est très, très important. Et ça, on s'engage à en créer 5 000. Maintenant aussi, pour les logements sociaux, on s'engage à en créer 20 000 parce que toujours en rachetant des terrains qui existent. Et si je dois parler de mon arrondissement, il y en a. Donc, acquérir des terrains et produire 20 000 logements sociaux. D'accord. Donc, je vous entends d'avoir donc la création de logements étudiants, la création de logements sociaux. Donc, essentiellement, donc la solution de Mouvement Montréal aussi, donc, qui conforme donc aux priorités de votre arrondissement, de votre quartier, chez vous dans Saint-Michel-Villeray Parc Extension. Vous nous avez mentionné aussi tantôt donc la précarité de vos électeurs. Je me dirige vers Stéphanie et Gracia un peu donc dans le même sens. Donc encore une fois, donc selon Statistique Canada, donc on le voyait dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, donc 40% de la population déclarait un revenu annuel de moins de 20 000 24% se trouvaient sur le seuil de faible revenu. Donc, c'est une question donc, qui doit donc, énormément vous toucher, Stéphanie, Gracia, donc également donc, la même question. Donc, comment est-ce qu'on s'assure donc, de régler ce dossier alors, qui touche énormément vos citoyens et comment donc, on puisse, comment est-il possible de garder donc, ces premiers acheteurs aussi en ville? Si vous voulez, je pourrais commencer. Donc, premièrement, la hausse des prix des logements est préoccupante et l'une des raisons est la rareté de l'offre. Donc, vraiment, avec Ensemble Montréal, avec l'équipe de Nicodère et avec M. Lionel Pérez en tant que maire de l'arrondissement pour Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, nous, on s'assure que non seulement on va réaliser les 50 000 nouveaux logements dans 4 ans, aussi, on va s'assurer qu'on priorise le développement d'un terrain tel que le Blue Bonnet ou l'hippodrome. C'est un terrain qui était acquis par la Ville de Montréal. Ça fait quand même 4-5 ans, plus que ça en fait, parce que déjà durant la période de l'administration de M. Denis Coderre, on avait commencé les plans pour le développement de Blue Bonnet, de l'hippodrome. Et dans les 4 dernières années, il n'y a pas vraiment eu de développement ou de plan concret sur comment ce terrain-là va se développer. Et malheureusement, on a une échéance qu'en 2023, s'il n'y a pas de plan concret, nous allons perdre ce terrain. Donc, vous pouvez vous assurer qu'avec une équipe Ensemble Montréal de Nicodère, nous, on a un plan pour prioriser le développement de ce terrain-là. Et sur ce terrain, on s'assure d'avoir des logements sociaux, des logements abordables et un plan pour les résidents de ce quartier parce que ce n'est pas à tous les jours qu'on peut avoir un terrain de cette largeur-là dans le centre de la ville à Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut dire qu'on va prioriser en ce qui concerne les logements. En ce qui concerne localement, pour Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, on a un grand problème de rénoviction. Et pour nous, ça, c'est quelque chose que nous voyons régulièrement. Dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de médias sur le fait que sur certaines rues, comme la rue de Bourrette, qui est à Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, il y a eu des propriétaires qui ont décidé d'enlever les locataires de leur appartement pour zéro raison. Vraiment, c'était juste pour les enlever de leur appartement. Et nous, on travaille avec, par exemple, Projet Jeunesse, où on travaille avec les locataires pour les aider pour qu'ils gardent leur appartement. Donc, avec équipe Lionel Pérez,
ici à Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, nous, on va travailler en partenariat avec les cliniques juridiques et nous, on va payer pour les coûts des locataires pour les aider, pour les protéger et pour s'assurer qu'on n'aurait plus de problèmes tels qu'on a eu dernièrement avec les rénovictions. D'accord, merci Stéphanie. Gracia, donc j'imagine donc de votre côté, donc la problématique des rénovictions doit également donc vous préoccuper dans Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Donc de votre côté, donc comment donc vous assurer donc d'assurer la qualité de vie des locataires dans l'arrondissement, mais également donc d'assurer donc que ces jeunes familles, donc lorsqu'elles veulent accéder à la propriété, puissent y rester. Oui, c'est vraiment la question de l'urne pour ces élections-ci. Je pense que les Montréalais vont devoir, que ce soit à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce ou ailleurs à Montréal, les Montréalais vont devoir se demander qui est le leader, en fait, entre Valérie Plante et Denis Coderre, qui a réellement l'intention de défendre, voilà, de s'assurer qu'il y ait du logement abordable et social à Montréal. Puis moi, une des raisons pour lesquelles j'ai joint Projet Montréal, c'est parce qu'ils ont démontré durant les dernières années qu'ils prenaient la question de l'habitation au sérieux, puis qu'ils ont réellement l'intention de s'assurer que Montréal ne devienne pas le prochain Toronto ou Vancouver. La loi du marché n'a pas fonctionné dans les dernières années. Donc, c'est pour ça que les législateurs, c'est pour ça que les élus, sont là, pour qu'on puisse mettre en place des règlements qui s'assurent qu'on puisse offrir du logement abordable et social aux Montréalais. Projet Montréal a mis, durant leur mandat, ils ont mis en place le règlement 20-20-20 qu'on appelle, qui est un règlement pour une mixité sociale à Montréal qui demande aux promoteurs ou aux développeurs, finalement, de s'assurer d'avoir 20 de logements abordables, 20 de logements sociaux et 20 de logements familial dans les projets de développement. Puis ça les oblige, en fait, à avoir cette proportion de 20-20-20 parce que, voilà, si la loi du marché avait fonctionné, on serait pas en train de parler de ça aujourd'hui, puis ça n'aurait pas été la question de l'urne. Donc, on a vu durant les débats que M. Coderre est un peu mou sur cette question-là, dire que voilà, c'est la loi du marché, voilà, etc. Durant son mandat, il n'a pas nécessairement pris de gestes forts pour ça, alors que Valérie Plante, quand Valérie Plante dit qu'elle veut laisser personne derrière, je pense que tous les Montréalais le constatent. Elle constate qu'elle se bat pour avoir du logement abordable, du logement social, et qu'elle se bat pour que Montréal reste une ville accessible. Donc, Projet Montréal s'est engagé à la grandeur de l'île d'augmenter, d'avoir 60 000 logements abordables, qui inclut 2000 logements étudiants. Ça, c'est à travers l'île de Montréal. Si je viens plus spécifiquement ici dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, la stratégie qu'on va user pour assurer d'avoir du logement social et abordable, c'est deux éléments. La Ville de Montréal a ce qu'on appelle un droit de préemption. Donc, elle peut, lorsqu'il y a des lots qui sont vendus, des terrains qui sont vendus, des immeubles qui sont vendus, s'assurer d'acheter ces terrains-là pour finalement décider, par exemple, d'y construire du logement abordable et social. On a commencé à le faire ici dans l'arrondissement durant les 4 dernières années où on a acheté certains lots, puis on planifie y construire du logement social et abordable. Si on parle de Blue Bonnet, justement, le projet de Namur Hippodrome, l'ancien site de l'hippodrome, en fait, durant les 4 dernières années, Projet Montréal a agi. La différence entre Projet Montréal et l'équipe de Denis Coderre, c'est que nous, on a consulté les gens. Il y a déjà eu un projet de développement ici à Côte-des-Neiges qui s'appelle le Triangle, qui a été un désastre en termes de développement parce qu'on a laissé finalement libre cours aux promoteurs privés de développer ce lopin de terre. C'est devenu un endroit où finalement, imaginez, on n'a même pas prévu avoir des garderies, des écoles. Ça a vraiment été développé vraiment n'importe comment. Et puis, Projet Montréal voulait éviter ce désastre. C'est pour ça qu'on a dû recommencer le travail qui a été fait par Denis Coderre, qu'on a consulté les gens. Et les gens nous ont dit, on veut des espaces verts, on veut des options de mobilité, on veut du logement abordable et social. J'en ai discuté avec les étudiants de la FECUM aujourd'hui pour dire que ça sera un endroit où on pourra avoir du logement étudiant, par exemple. Donc, ce que Projet Montréal a fait durant les 4 dernières années pour développer Blue Bonnet, c'est de développer une vision. On a présenté la vision cette semaine. Je suis fière de l'avoir présentée avec Mme Plante. Ça va être un hub de mobilité. On parlait de mobilité durable. Autour du métro Namur, c'est vraiment désagréable d'être là. Il y a de la pollution. Tu ne sais pas comment traverser la rue. Il va y avoir un hub, en fait, de transport actif et collectif à cet endroit-là, juste à côté du site de Namur Hippodrome, où il va y avoir un milieu de vie, des espaces verts, du logement, des écoles, des garderies, des épiceries. Donc, c'est vraiment, Projet Montréal, en fait, dans tous les projets qu'il développe, c'est un développement intelligent qui est collé sur les besoins des Montréalais et qui n'est pas
finalement du développement à la pièce pour les intérêts des promoteurs privés. On travaille en collaboration avec eux, mais de façon intelligente. C'est ça notre rôle comme élu, dans le fond. Donner une vision puis donner une direction à une société. C'était un peu long, mais voilà. On peut réagir ou ça pourra venir après? Écoutez, Nawa, vous avez peut-être eu un peu moins de temps au début, donc je vous laisse réagir sur cette question-ci avant de sortir de l'île de Montréal, voir nos autres candidates. Excellent. Ça sera vraiment pas long. Oui. Ça sera absolument pas long. Puis j'ai très, très bien écouté ma collègue qui se présente au projet Montréal dans Côte-des-Neiges. Je voudrais juste rappeler qu'il y a 3 partis. Donc, et c'est très important pour la démocratie de tout le monde. C'est très, très important de le rappeler. Puis, bref. Et encore une fois, quand vous dites que Madame Plante a été proactive, je m'excuse, et puis quand vous le voyez, puis je l'ai déjà écrit sur mon Twitter, je ne suis pas là pour défendre M. Coder ni son bilan, mais c'est, je veux dire, il y a quand même, vous devriez vous questionner sur le logement social, parce que je me sens touchée quand elle parle de Villeray-Saint-Michel Parc Extension et qu'elle parle des logements, des 6 000 logements, il n'y a pas eu de logements dans notre arrondissement sociaux qui ont été mis en place. Donc, je vous invite juste à revoir les chiffres et de ne pas juste parler, même avec toute l'admiration que j'ai pour vous et puis apparemment votre compréhension, mais les chiffres ne sont pas les bons. Revoyez Villeray-Saint-Michel Parc Extension, c'est des organismes qui se sont battus pour avoir 2 terrains, un dans Parc Extension et puis un dans Villeray dans l'Est, et qui ont réussi à avoir des logements abordables, mais vos chiffres sont vraiment à revoir. Et puis, merci, Nawal. Merci. Merci, Nawal. Et on comprend donc c'est un sujet, je l'ai mentionné à l'introduction de cette thématique. Donc, on parle d'un besoin criant, un besoin de base qui touche tout le monde. Donc, je vous ai entendu donc au niveau donc, des 20 000 logements. Stéphanie nous a parlé donc des 50 000 logements sociaux et abordables. Gracile nous en a parlé de 60 000. Donc, manifestement, donc l'une des grandes réponses à cette question-ci. J'ai également donc entendu que Montréal avait ce droit de préemption. Donc, si je ne m'abuse, à Longueuil, donc il y a cette volonté-là de doter Longueuil de ce droit de préemption-là, donc dont bénéficie Montréal. Affine, donc est-ce possible de nous en parler un peu plus et des autres solutions? Bien sûr, Madoua. Avant de répondre à la question, je veux juste m'assurer que j'ai compris le but de ce panel. Si je comprends bien, ce n'est pas un débat, mais c'est plutôt un panel. Alors, je veux juste rappeler à mes collègues et à mes consoeurs que c'est vraiment un panel. Ce n'est pas nécessairement la plateforme pour faire de la politique, mais plutôt pour mettre en valeur les femmes et la diversité, les femmes engagées. Moi, particulièrement, j'ai la chance de te connaître, Madoua, j'ai la chance de connaître Gracia. D'ailleurs, Gracia, ça fait longtemps qu'elle aurait dû s'impliquer et se présenter. Elle a tellement de compétences pour pouvoir faire rayonner son district. Je travaille actuellement avec Michel Huy, qui a été un exemple pour moi dans la question de lutter contre le racisme, surtout durant Covid, quand la communauté asiatique a été attaquée, particulièrement la communauté chinoise. Elle a travaillé très, très fort pour pouvoir combattre, lutter contre le racisme. J'admire beaucoup le parti de Stéphane Boyer qui travaille de très, très, très fort avec Catherine Fournier exactement pour lutter contre la crise du logement. Donc, nous sommes toutes ici comme femmes engagées, prêtes à pouvoir faire valoir nos idées. On n'est pas en train de s'opposer, les dames, on est vraiment en train de présenter. Donc, ce n'est pas une guerre ou un débat à Montréal, s'il vous plaît, donc on puisse prendre en considération les autres panélistes. Vraiment juste un petit mot, c'est correct, hein? Pour le rappel, à la fin. Merci beaucoup. Alors, on parlait de la crise de logement, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je mentionnais d'ailleurs. Vous m'avez devancé un peu dans le commentaire, donc je sais donc que votre chef s'est allié à celui d'Annick sur les questions de surchauffe immobilière, donc vous entendre un peu donc sur les solutions, les éléments clés de ce partenariat. Et donc, on parlait de ce droit de préemption que vous requérez pour être en mesure de répondre à ce... Tout à fait. Exactement. Catherine Fournier s'est alliée à Stéphane Boyer pour pouvoir adresser la crise qui touche particulièrement les familles, les jeunes personnes que nous sommes et les personnes nécessiteuses en général de logements adéquats et abordables.
Actuellement, il y a une sorte de spéculation immobilière qui fait exploser tout ce qui se trouve. Il y a les démolitions des maisons unifamiliales qui prennent 2 à 4 personnes pour monter des triplex, quadriplex qui prennent 8 à 10 personnes, qui emmènent tout le monde avec une auto. C'est ce que je veux dire en tout cas. Alors oui, nous, notre parti, la Coalition Longueuil et Catherine Fournier, en effet, on veut se prévaloir de ce droit de préemption pour le premier achat. Le droit de premier achat sur des terrains pour pouvoir avoir des logements sociaux, des logements abordables, pour pouvoir moins pallier et puis remédier à cette crise-là pour les personnes nécessiteuses. C'est très, très important qu'on puisse le faire. Mon district en particulier est touché, surtout que c'est un district qui est lié très proche de la 30, donc c'est très rapide vers le centre-ville. C'est très proche aussi de Brossard, du quartier 10-30, où il va d'ailleurs avoir des stations du REM. Alors, il y a une sorte d'explosion immobilière où c'est devenu pratiquement c'est devenu difficile. Disons, si 2 personnes se séparent, une personne aura la difficulté de racheter la part de l'autre pour pouvoir garder la même maison de sa famille. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse d'abord se nourrir de beaucoup d'informations de comment est-ce qu'on va pouvoir pallier à ce sujet. Il faut que les promoteurs immobiliers aient la responsabilité sociale de pouvoir avoir aussi des logements qui sont abordables pour les personnes nécessiteuses, pas seulement aller avec les besoins économiques et aller avec la spéculation de l'immobilier. Donc, on veut travailler dans ce sens-là, le droit de préemption, en effet, et pouvoir adresser les logements communautaires et sociaux. Voilà. D'accord, merci. Merci, Athènes. Je vais vers Annick, justement, parce que, bon, ce sont donc vos deux partis donc, qui sont alliés sur cette question-ci, donc question criante. Votre parti, Annick, donc, souhaite investir 25 millions de dollars pour lutter contre la crise du logement. Donc, on voit bien, donc, ce n'est pas qu'un problème montréalais. Donc, comment ces sommes seraient investies pour aider les Lavallois? En fait, on a déjà investi 20 millions de dollars avec les organismes qui travaillent pour les logements sociaux. L'autre chose, c'est que l'action doit se faire à plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau CMM où les villes doivent s'asseoir et c'est ce que Madame Fournier et Monsieur Boyer veulent faire et veulent prendre le leadership dessus, mais que d'autres villes aussi joignent le mouvement pour pouvoir s'entendre et avoir des réglementations pour permettre en fait que ce soit uniforme et qu'on n'ait pas des gens qui décident d'aller à Longueuil parce que c'est là-bas les réglementations sont plus libres entre guillemets. Alors ça, il y a ce palier au niveau ville. Au niveau de mon district, par exemple, j'ai beaucoup plus de locataires que de propriétaires. Aujourd'hui, on a besoin de logements abordables et de logements sociaux. Les logements sociaux, on a l'Office municipal d'habitation qui fait un travail extraordinaire. Et les dernières années, il y a plusieurs choses qui ont changé parce que il y a un programme en fait qui permet à des propriétaires, mettons que quelqu'un a un triplex, il peut le mettre à disposition de l'Office municipal d'habitation pour permettre en fait à des gens subventionnés d'avoir un logement. Ça, ce n'était pas possible de l'avoir sur toute l'île de Montréal, de Laval, mais maintenant, ce programme est étendu à toute l'île de Laval, mais les propriétaires ne sont pas au courant. Alors, c'est aussi permettre, parce que ça permet un revenu qui est quand même garanti, que le subventionné va payer une petite quote-part. Ça, c'est une première chose, de pouvoir vulgariser ces programmes-là. La deuxième chose, logement abordable, soyons ambitieux. Pourquoi une ville et aujourd'hui notre municipalité pourrait construire ses propres logements? Donc, travailler, oui, avec des promoteurs qui vont continuer à faire leur développement, mais que la ville prenne le leadership de construire ses propres logements sociaux, logements abordables, donc qui seraient dans un prix tout à fait intéressant et qui n'augmenterait pas avec justement cette bulle financière, cette bulle qu'on voit de spéculation financière sur les logements. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois d'ici les prochaines années avec notre parti, ce leadership qu'on va prendre au niveau des villes, mais au niveau aussi de notre municipalité. Et moi, dans mon district,
plus personnellement en tant qu'élue, d'être une facilitatrice avec les organismes qui travaillent déjà dans le domaine et qui développent des projets, qui veulent développer des projets, mais c'est de permettre l'accompagnement de la ville, donc que l'élu soit la facilitatrice pour que ces projets se réalisent dans Saint-Vincent-de-Paul. Merci, Annick. Donc, très clair. Donc, j'entends concertation, concertation, concertation ici. Rime du côté de Longueuil citoyen, vous souhaitez surtout identifier les terrains et les bâtiments municipaux qui pourraient rapidement faire l'objet d'un redéveloppement ou d'une conversion aux logements sociaux. Donc, également ici, donc, la solution des logements sociaux donc, est abordable. Donc, comment est-ce que vous comptez, donc Rime du côté de Longueuil citoyen, donc procéder à cette identification de ces terrains et bâtiments et régler plus largement cette problématique? Parfait, merci. Donc, c'est sûr que c'est une question, on est tous à peu près d'accord qu'il y a un problème à régler. Moi, avec toute humilité, je ne suis pas la grande spécialiste de ce dossier. Et aussi, au niveau de mon district, ce n'est pas nécessairement un grand enjeu. La plupart des gens de mon résident sont propriétaires. Donc, mais au niveau de la plateforme de Longueuil citoyen, d'ailleurs, elle a été, on est les premiers à avoir publié depuis juillet notre plateforme. Donc, assez spécifique. Donc, bien sûr, on utilisait 10% des terrains de la ville pour le logement social et abordable. Bien sûr qu'on a besoin d'exiger du gouvernement du Québec qu'on obtienne le droit de préemption, donc pour pouvoir acquérir en priorité des terrains à vendre. Il faut aussi exiger du gouvernement du Québec que Longueuil devienne mandataire du programme Accès Logis, au même titre que Gatineau, Montréal et Québec, et soit assuré de recevoir annuellement sa part du financement pour la construction de nouveaux logements subventionnés. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement le mandat de la municipalité. Donc, on veut utiliser notre leadership pour demander donc de l'aide financière du gouvernement du Québec et aussi donc créer un fonds municipal très important qui est dédié à l'accélération des projets de construction pour le logement abordable et social. Mais aussi, il y a le côté de la démolition. Donc, nous, on a aussi la démolition donc, de beaucoup de maisons. Et ça, je pense que ça va avec la crise de logement. Et ce qu'on veut, c'est créer un comité de démolition chargé de refuser ou d'autoriser la démolition complète ou partielle des bâtiments. On veut aussi, l'idée, c'est d'avoir une politique architecturale donc qui vise donc à avoir une vision pour chaque quartier. Donc, ça va ensemble parce qu'on encourage la mixité aussi, avoir des commerces de proximité, aussi contrôler le bruit, aussi avec les projets de construction. Donc, tous ces éléments-là qui sont importants pour le bien-être des gens. Voilà, en gros, c'est ça pour la question des logements. Merci, merci beaucoup. Donc, Michel, la mairesse sortante de Renassa, donc, s'engage à maintenir le compte de taxes le plus bas possible sans dépasser le seuil de l'inflation. Donc, est-ce que c'est ainsi que vous comptez maintenir les familles à Brossard? On sait donc pas plus de propriétaires que de locataires. Les gens donc, ne vous quittent pas, ils viennent plutôt chez vous. Donc, est-ce la solution? Oui, donc, juste peut-être pour vous donner un peu de contexte, dans le fond, plus récemment, on vient juste de recevoir notre valuation foncière. Nous, la plupart des maisons de Brossard ont augmenté de 30%. Donc, c'est très, très important pour les résidents. Donc, c'est quand même choquant de voir. Donc, quand on dit qu'on veut garder nos comptes de taxes bas, on veut vraiment assurer que le pouvoir de payer est respecté des citoyens. Donc, même dans nos investissements, on va être très concret en termes d'investir appropriément, de vraiment savoir qu'est-ce que les citoyens veulent et ont besoin. Et nous aussi, on axe beaucoup sur la consultation publique. On a beaucoup de projets. Donc, pour nous, c'est vraiment de consulter les citoyens si on veut aller en avant des projets. Par exemple, récemment, on a fait une acquisition de terrain qui était vacant depuis plusieurs années. Et on avait l'ambition de justement faire un immeuble public pour les aînés, justement. Mais dans ce cas-là, on veut vraiment assurer que cet investissement, c'est quelque chose que les citoyens ont besoin et qu'ils veulent. Donc, on avait fait des consultations publiques avant la COVID et on va continuer à le faire pour assurer que tout notre dollar investi revient dans les poches des citoyens. Une autre chose, c'est qu'à Brossard, oui, on est très connu
justement pour les maisons, le quartier 10-30, mais on a également un très bon quartier industriel de Brossard. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir qu'on a également ce partenariat de taxation sur les compagnies, sur les industries qui sont sur le territoire, justement pour lévier la responsabilité des citoyens aussi. Donc, on peut partager ce fardeau fiscal-là, dépendant bien sûr de nos négociations avec l'aglo de Longueuil. Donc, exactement. Donc, avec plusieurs de ces volets-là, on veut, à la fin de la journée, garder le taxe bas, mais aussi assurer que nos investissements soient responsables et que ce soit des choses que les citoyens veulent vraiment. On veut vraiment investir dans ce qui est l'importance dans notre service public, la sécurité aussi. Donc, ça, c'est nos priorités d'investissement et d'assurer que, dans le fond, l'augmentation va être responsable pour nos citoyens. Merci Michel. Donc, le temps file. Donc, c'était un sujet chaud. Donc, on demeure dans un sujet donc, tout aussi important, tout aussi crucial donc pour nous, pour les citoyens, les citoyennes, pour nos familles, la sécurité publique. Donc, on le sait, nos milieux de vie sont depuis quelques mois secoués par des incidents malheureux impliquant notamment des armes à feu. Donc, créer un sentiment d'insécurité chez plusieurs dans leur quartier, au sein de leur quartier. Nawal, vous avez été attachée politique, ensuite directrice de cabinet pour la mairesse d'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension de 2005 à 2017. Vous êtes convaincue que la sécurité est un droit fondamental pour les Montréalaises et Montréalais. Montréal est-elle moins sécuritaire qu'auparavant? Merci pour la question. Montréal manque d'amour en ce moment. Elle est moins insécuritaire. Elle n'est pas insécuritaire, elle est moins sécuritaire. Et il y a le sentiment d'insécurité aussi qui est très important. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Parce que la question, c'était est-ce que Montréal est plus insécuritaire? Oui, donc je comprends tout à fait donc, la réponse. Et dans ce contexte-ci, donc je comprends que le Mouvement Montréal donc, souhaitait que le financement policier donc, soit réaffecté pour assurer cette sécurité, donc, dans quel contexte? Je vous laisse élaborer un peu là-dessus, Nawal. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, évidemment, je suis très fière de faire partie, bien sûr, de Mouvement Montréal, mais juste pour revenir à mon arrondissement, puis à mon district, d'accord, il faut savoir que c'est le district et l'arrondissement qui fait partie des arrondissements de l'Est de Montréal qui sont les plus touchés par les derniers événements malheureux qu'on a connus en termes d'armes à feu, de tir et c'est pour ça que je suis plus à l'aise de parler de ça parce que en tant que candidate dans François Perrault, moi les trois thèmes que j'ai, c'est sécurité, la sécurité en tant que sécurité urbaine, sécurité alimentaire, sécurité publique. Parce que quant à moi, quand je me présente dans un quartier, c'est pour les défis du quartier et les problèmes du quartier. Maintenant, pour revenir aux questions de sécurité. Effectivement, Montréal a connu des épisodes très malheureux cette dernière année. Oui, cette dernière année. Plusieurs, on peut parler, il peut y avoir beaucoup de raisons qui expliquent ce phénomène donc d'insécurité qui est en train de régner actuellement. On va parler du Covid, on va parler de plein de choses, mais quant à moi, encore une fois, c'est un laisser-aller par rapport les dirigeants municipaux ont complètement ont pris pour acquis comme quoi Montréal était une ville sécuritaire qui figure parmi les villes les plus sécuritaires du monde. Et ils ont oublié de financer des organismes communautaires qui travaillaient très, très fort pour la sécurité. Il y a eu des coupures à n'en plus finir et j'ai des chiffres pour ça, ne serait-ce que dans mon arrondissement de médiateurs urbains qu'on a formés dans le temps et qui s'occupaient de certaines poches de pauvreté et de laisser aller. D'accord. Merci, Nawal. Mais Gracia, je vous entends là-dessus. Je sais que notamment
Donc, Nawal nous parle ici de coupures, mais notamment, je sais que Projet Montréal veut soutenir le SPVM dans sa lutte contre le crime organisé et les violences par arme à feu en pérennisant le financement des équipes dédiées à la lutte contre les violences armées, dont celles qui luttent contre le trafic d'armes, les groupes criminalisés et le développement d'une police de proximité communautaire. Donc vous entendre sur ce financement et savoir aussi, donc, Gracia, quels mécanismes de réduction de comptes sont envisagés pour assurer que le financement produise des effets escomptés? Excellent. Donc, déjà, le terme... Gracia, s'il vous plaît, Nawal. Ah, pardon, parce que je n'ai pas répondu. Okay. Non, c'est juste, on continue le panel pour que tout puisse s'exprimer donc autour de Gracia. Parfait. Mais merci pour la question. Ça aussi, c'est une question qui est importante pour les Montréalais actuellement. Donc, l'approche de Projet Montréal est vraiment une approche qui est holistique, en fait, pour la sécurité. Donc, oui, investir dans des escouades tactiques spécialisées dans le SPVM pour justement la lutte contre les armes à feu, par exemple, ça fait partie de cette stratégie-là. Sauf qu'on a aussi promis d'augmenter les investissements justement dans les organismes communautaires. Moi, je suis infirmière de formation, là, plusieurs d'entre vous le savez. Je suis infirmière gestionnaire et lorsqu'on a vu la pandémie arriver, là, rapidement, il y a des personnes dans le système de santé qui ont dit, là, on est en train de négliger une autre vague qui va arriver, puis c'est la vague des problématiques de santé mentale. Puis on est en train de la vivre. Je ne dis pas que c'est qu'à cause de ça, mais il y a certainement un élément là-dedans, puis on le verra certainement dans des études éventuellement qui vont sortir sur les impacts de la pandémie, mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. Et pourquoi je dis ça, c'est que justement, lorsque je parle aux organismes communautaires ici dans l'arrondissement, ils me le disent, ils disent, on a une augmentation des personnes qui viennent utiliser nos services en santé mentale, jeunesse, le soutien aux femmes, etc. Donc, il faut vraiment s'assurer de soutenir ces organisations-là qui sont experts, en fait, sur les différentes questions des services qu'ils offrent. Et moi, étant une femme engagée, c'est un peu le titre du panel, plusieurs d'entre nous ici, on fait partie d'organisations où on connaît notre monde, on connaît les problématiques, on développe une expertise sur certains sujets et parfois, tout ce qui manque, c'est le financement qui est adéquat pour offrir le service à la hauteur des besoins. Donc, on va investir dans les organismes communautaires, travailler de près avec eux pour s'assurer que les besoins sont répondus. Je peux vous donner un exemple très, très concret. Un événement malheureux qui est arrivé dans l'arrondissement il y a 2 semaines, il y a un jeune qui a été poignardé dans l'arrondissement. Ben, la solution, c'est pas... évidemment, il faut, comment dire, le crime qui a été commis doit être adressé, puis il doit être géré, sauf qu'il y a aussi la question de savoir, bon, qu'est-ce que les jeunes font après l'école? Est-ce qu'ils ont assez de soutien? Est-ce qu'ils ont accès à des leaders positifs? Est-ce qu'on a assez de plateaux sportifs pour eux après l'école, par exemple? Donc, c'est toutes des questions qui sont importantes et qui, selon nous, contribuent à améliorer la sécurité publique. Donc là, j'ai parlé d'un exemple pour la jeunesse, mais ça peut être la même chose pour les femmes, pour les féminicides, etc. Donc voilà, une approche holistique où on soutient les escouades tactiques, policières et les organismes communautaires. Ouais. Et Stéphanie, donc ici on vous entend de votre côté, votre parti donc propose donc pas de définancement, pas de désarmement et priorise véritablement donc l'enjeu de la sécurité publique dans le cadre de cette campagne. Donc on fait un peu donc la question de l'urne. Donc on peut vous entendre sur cette approche holistique là. Donc comment est-ce que en plus de cette approche par rapport à la police, comment est-ce qu'Ensemble Montréal donc, veut soutenir les Montréalais en matière de sécurité publique? Merci. Donc, en fait, je pense qu'on peut toutes être d'accord que dernièrement, il y a un problème de sécurité publique. Malheureusement, si vous ne le voyez pas, c'est une bonne chose parce que ça ne vous affecte pas directement dans votre quartier. Mais si vous allez à Montréal-Nord, même ici à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, il y a un mois, il y a eu des fusillades sur la rue Barclay. Donc, c'est un problème, c'est une réalité qu'on est en train de vivre. Et l'affaire, c'est que pour pouvoir savoir pourquoi il y a une augmentation de telles fusillades dans la ville de Montréal, il faut augmenter le budget pour la SPVM, il faut augmenter le nombre d'effectifs sur le terrain. Et c'est ça ce que M. Denis-Coderre, avec Ensemble Montréal, on aimerait faire. Mais juste parce qu'on augmente le nombre d'effectifs sur le terrain, ça ne veut pas dire qu'on coupe dans d'autres parties. Donc, en fait, on est très, très au courant du fait qu'il faut aussi augmenter le budget pour les organisations communautaires. Le financement de ces organisations est extrêmement important parce qu'il faut travailler en prévention aussi. Et
comme une personne qui travaille directement avec ma communauté à Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, comme par exemple avec le travail que nous, on fait avec l'association The Black Community Association à Côte-des-Neiges. Nous, on travaille sur des programmes tels que le renforcement de famille. Donc, on travaille pour renforcer les relations en famille, pour aider les jeunes, pour aider les familles, afin qu'ils ne sont pas sur les rues, qu'ils ont quelque chose à faire après l'école. Donc, c'est des genres de programmes comme ceci qu'il faut continuer à soutenir. Merci Stéphanie. Donc, je vous entends ici donc, au niveau, donc autant comme un peu comme Gracia donc, nous disait, donc autant au niveau de la prévention, donc d'avoir cette approche donc, un peu plus globale qui comporte également donc un déploiement accéléré de votre côté d'effectifs sur le terrain. Annick, cet enjeu touche aussi Laval et votre parti souhaite aussi déployer plus de policiers sur le terrain pour répondre aux enjeux spécifiques de chaque quartier. Pourquoi est-ce une partie de la solution selon vous? Il faut plus de policiers dans les rues. On va investir 1 million, 1 million 200 dans justement le recrutement et dans la police. Mais il faut plus de policiers, mais il faut aussi plus de représentativité du service de police par rapport à la population qu'il dessert. Donc, recruter aussi plus de genres de communautés, mais l'action aussi doit se faire au niveau des jeunes, la prévention. Parce que des jeunes oisifs, des jeunes qui n'ont rien à faire, sont plus facilement recrutables, ils peuvent dévier plus facilement. Donc, nous, à Laval, on a un programme de subvention pour permettre à ces jeunes de familles plus vulnérables de s'inscrire à des activités sportives ou autres qu'ils aiment pour pouvoir leur occuper l'esprit. Donc, toujours à Laval, là, je pense que les municipalités, les autres paliers de gouvernement doivent se parler parce que hier, c'était à Montréal, demain, c'est à Laval, après-demain, c'est à Longueuil. La criminalité, là, est mobile. Alors, il faut absolument qu'on puisse à ce niveau-là supérieur se parler avec les autres paliers de gouvernement, qu'il y ait des discussions réelles et pressantes. Clairement, donc une ligne directrice de votre côté au niveau de la concertation. Absolument. Concertation, plus de police et beaucoup d'aide des organismes communautaires et aider les populations vulnérables et surtout les jeunes. Merci Annick. Donc, on vous entend. Donc, vous êtes ces problématiques sont mobiles, la criminalité est mobile. Donc, je vous demanderai donc sur la Rive-Sud, êtes-vous épargné? En commençant par Michel. Merci. Donc, je suis contente d'entendre que tout le monde parle d'ajout de police, de policiers, par exemple. Mais nous, notre enjeu à Brossard, c'est le fait qu'on a 3 stations de REM. On a une population de 92 000 qui va toucher 100 000 très bientôt et on n'a pas de station de police. Si on parle juste, par exemple, les événements récents à Brossard, par exemple, la discrimination contre les communautés asiatiques durant la pandémie, où 2 personnes issues de la diversité asiatique ont été frappées en pleine journée. Malheureusement, une femme a été décédée. Il y a des vols d'auto. Ce sens d'inquiétude, ce sens de peur-là est vrai. Pas juste dans les communautés asiatiques, mais à travers les résidents. Pas seulement dans mon secteur non plus, c'est vraiment un peu partout à Brossard, puis c'est vraiment un besoin criant. Donc, nous, et avec Mme Doreen Assad, avec aussi l'ancien conseil, on a également écrit un mémoire en demandant le besoin et de faire les représentations nécessaires, justement, juste pour une station de police, pour avoir cette proximité-là. Maintenant, si quelqu'un à Brossard appelle le 911, ça prendrait plus 15 ou même 25 minutes avant que quelqu'un peut arriver chez vous. Ça, c'est du temps qu'on ne peut pas perdre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on veut continuer à pousser, vraiment avoir cette proximité-là sur notre territoire. On mentionne aussi beaucoup, oui, on a besoin d'une station de police, mais encore une fois, comme on avait mentionné, la criminalité est mobile. Nous, on va également avoir 3 stations de REM. Donc, les gens peuvent facilement venir à Brossard, nous aussi, on peut sortir, mais donc toute cette mobilité-là aussi, ça ajoute cette inquiétude pour nos résidents. Donc pour nous, c'est très, très important. Merci Michel Rima. Donc, êtes-vous d'accord? Donc, pensez-vous donc que cette mobilité-là, donc
l'ajout des stations de rêve dont vient de parler Michel, donc crée quelques inquiétudes au niveau de la population. Donc, quelles sont les solutions de votre côté? Oui, donc c'est sûr que, encore une fois, c'est un enjeu omniprésent. On voit l'augmentation de la criminalité à Longueuil, à Brossard et partout. Donc, nous, on voit la sécurité d'une façon globale. Donc, il y a bien sûr la question de la sécurité routière. Donc, nous, on met l'emphase premièrement sur l'ajout des mesures d'apaisement pour la vitesse, des ralentisseurs comme des dodanes élargies, d'intersections surélevées et de volants. Donc, on veut augmenter donc, le budget en ce sens et aménager également des voies cyclables sécuritaires séparées de la circulation automobile et piétonne. Donc, ça, c'est un élément également très, très important. Il y a le deuxième élément de la sécurité, c'est sécuriser les quartiers et les parcs. Souvent sont oubliés, surtout la nuit. Donc, on propose une présence accrue policière à vélo, l'ajout de lumière, de balises de repérage ou d'autres mécanismes de surveillance. Donc, concernant la police, on ne peut pas nier, la police de Longueuil a été reconnue là, pour son approche préventive. On a un chef de police qui est vraiment reconnu puis qui a fait plusieurs entrevues là, au niveau des médias. Exactement. Donc, mon mentor. Lorsque 70% des appels reçus par le service après la pandémie, il y a la question de détresse psychologique et sociale. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Je m'excuse, est-ce qu'il y a une... Non, pardon. Continue. Donc, la détresse psychologique et sociale, donc, c'est un élément nouveau là, dans notre... après la pandémie, donc on est quand même encore dans la pandémie, mais l'idée, c'est de s'adapter, d'avoir oui, une approche policière, mais une approche, c'est-à-dire que la police puisse travailler avec d'autres organismes, avec d'autres experts en psychologie et des travailleurs sociaux et tout ça, donc pour régler des problèmes de proximité. Donc, c'est sûr qu'on veut accroître la visibilité des policiers dans les quartiers. On veut organiser des rencontres de quartier avec les policiers pour que même les enfants, parce que même ma fille, là, à 4 ans, on essaye de vraiment démystifier l'idée de police. Ah, ça fait peur, non, mais un policier, il aide les gens. Donc, c'est dans cette optique-là. Donc, on veut poursuivre également le déploiement de la police de proximité. Et donc, bien sûr, pour prévenir la question de la criminalité. Et un élément je trouve vraiment créatif, là, innovateur, l'idée de mettre les pompiers à contribution dans les différents services sociaux. C'est une idée qui a été proposée par notre candidat Jean-Marc à la mairie, Jean-Marc Léveillé. Donc, vraiment de mettre les pompiers à contribution, de valoriser les différentes implications des pompiers dans la promotion des saines habitudes de vie et la persévérance scolaire. Je vais vous arrêter ici, Rima. Un dernier point, moi je ne parle pas beaucoup normalement sur d'autres panels, juste pour vraiment le modèle Lavallois concernant la lutte contre la violence conjugale. Nous, on veut vraiment favoriser cette politique-là, donc créer une cellule de crise permanente en matière de violence conjugale. Merci beaucoup. Aucun souci. Merci, Rima. Donc, je vous entends ici. Donc, on parlait du côté de Laval, donc de cette concertation de différents acteurs ici. Je vous entends donc d'avoir donc cette police de proximité-là. Donc, on a bien entendu vous parler tantôt du chef de police de la ville de Longueuil, donc M. Fadi Daguerre, qui est donc reconnu donc, pour ses démarches en matière de police de proximité. Donc, pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent. Affine, j'imagine que vous êtes d'accord. Donc, on sait Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier tient à assurer aux Longueuilloises et Longueuillois que la sécurité publique serait régie au rang de priorité par la future administration. Donc, je veux vous entendre un peu plus là-dessus. Tout à fait, Madoua. En effet, on est très, très chanceux dans l'agglomération de Longueuil d'avoir, premièrement, le premier programme que notre service de police de l'agglomération appelle le programme Immersion, où exactement la police s'imprègne un peu du milieu, s'imprègne du communautaire pour pouvoir connaître les réalités du milieu et pouvoir offrir exactement des services adéquats.
parce que comme ma collègue Rima disait, le chef de police disait exactement que 70% des appels reçus au 911, c'est souvent la détresse, le problème de santé mentale et tout. Donc, l'idée, c'est, oui, en effet, d'avoir plus de patrouilles de police, plus de patrouilles de police exactement sur nos rues. Rima le mentionnait que la circulation n'est pas très sécuritaire avec la vitesse. Alors, dans la rive sud, en général, on a une belle mixité intergénérationnelle, donc on doit protéger nos citoyens. Aussi, la chance qu'on a beaucoup, c'est d'avoir une chef, ça c'est Catherine Fournier, qui est députée provinciale actuellement et que même en tant que députée, elle travaille déjà en matière de sécurité pour la population nécessiteuse. Et puis la police qui travaille avec les organismes communautaires pour pouvoir aider de manière plus proactive et plus proche les citoyens et les personnes qui en ont besoin. Pour pouvoir contrer les situations d'itinérance. D'ailleurs, ça ne sera pas des travailleurs sociaux, hein, parce que des fois, les gens se demandent est-ce que la police devienne des travailleurs sociaux? Ben non, parce que pour qu'ils fassent leur travail adéquatement, il faut qu'ils puissent connaître leur milieu. Alors, notre chef, déjà étant issu de l'immigration, hein, il est d'origine libanaise, né et grandi en Afrique. Donc, déjà, pour même le problème de gang de rue, quoi qu'il n'y en a pas autant, si je ne m'abuse en tout cas, hein, je ne veux pas être citée à Longueuil, il n'y a pas autant de gangs de rue, mais c'est sûr qu'on est un quartier où on va dire une banlieue proche de Montréal. C'est sûr qu'on vit quand même certaines séquelles qui viennent de Montréal en général. Donc, on veut travailler dans ce sens-là. Et puis, le programme Immersion a été salué non seulement par le gouvernement provincial, fédéral, mais aussi par d'autres pays à l'étranger, en Europe et tout. Donc, c'est des modèles à suivre. Alors, nous, on veut pouvoir aider à reformer le service de police pour que ça puisse exactement refléter la réalité d'aujourd'hui et desservir toutes les villes de l'agglomération exactement avec le service adéquat pour la population de l'agglomération, hein, parce que Longueuil aussi est une agglomération avec différentes villes liées. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut travailler à la coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Merci, Yafine. Et je vous ai tout entendu donc, par rapport à cette approche un peu plus holistique donc, qui prend en compte la santé mentale et qui prend en compte donc, ces enjeux qui doivent être traités en amont, notamment donc, sans nécessairement donc, malheureusement donc, avoir le temps de pouvoir entrer particulièrement dans ce sujet. Donc, on ne peut pas passer sous silence en parlant de sécurité publique le fait que 17 féminicides étaient perpétrés en 2021 au Québec. On a entendu donc Rima l'évoquer un peu tantôt donc dans sa stratégie. Donc, ça a été mis de l'avant. Donc, Gracia également, donc en nous parlant donc, de l'approche holistique de Projet Montréal, donc nous l'a un peu évoqué. Peut-être avant donc, de passer donc, au dernier sujet, donc rapidement, donc comment le palier municipal peut jouer un rôle dans le cadre de cette problématique, donc pour celles qu'on n'a pas déjà entendues sur ce sujet. Donc peut-être Michel. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Je pense que j'avais coupé un peu. Au niveau des féminicides, donc oui. Le panier municipal peut jouer un rôle dans le cadre de cette problématique. Donc, rapidement, avant de passer au prochain sujet, donc on voulait donc l'effleurer, donc sans nécessairement entendre tout le monde, puisqu'on a déjà entendu quelques pistes de solutions de quelques personnes sur ce sujet. Absolument. Donc, nous, en termes de municipalité, je pense qu'on peut faire plus, vraiment d'être proche de nos organismes locaux qui peuvent aider, mais aussi de partager l'information, parce que je pense que les plateformes municipaux, par exemple, nos magazines, nos plateformes sociaux, pour pouvoir vraiment partager les informations, les ressources aux gens qui en ont besoin. Je pense que ça, c'est qu'est-ce que la ville pourrait faire, vraiment aider, oui, les organismes de proximité, de locaux, mais aussi en utilisant notre channels communication channels, vraiment de partager cette information. De communication. Exactement. Donc, ça serait les deux moyens que moi, je pense que ça pourrait vraiment faire une différence pour les gens en besoin. Merci Michel. Donc, peut-être une dernière personne pour intervenir avant de passer au prochain sujet au niveau des féminicides. Je pourrais? Ben, allez-y, Nawal. Merci. Je vais juste faire un petit pouce rapide sur mes collègues de Longueuil et concernant M. Fadi Daguerre, parce que M. Fadi Daguerre a été le commandant en 2005, lorsque j'avais commencé avec Mme Annie Sonson, qu'on avait gagné. C'était la première fois. Il était commandant dans Saint-Michel. Et puis, donc, c'est en même temps où Annie Sonson a été élue mairesse, quand il y a eu les fusions et les défusions. Donc, c'est la première fois. Donc, et c'est avec lui, effectivement,
qu'on avait mis en place toute cette chaîne de concertation et du bien vivre ensemble. Et donc, le PDQ était très, très proche des citoyens, était très, très proche du politicien et très, très proche du communautaire. Très bien, rapidement. Et on a toujours compris que il y a eu une coupure entre le communautaire et les PDQ et le politique. Et donc, pour moi, la solution, quant à moi, pour remédier aux problèmes de sécurité ou d'insécurité, ça va être vraiment de remettre en place cette confiance dans les quartiers entre les postes de police, le politicien qui doit être très, très actif là-dessus et les organismes communautaires. Mais ça concerne mon quartier. Donc. Merci, Nawal. Merci, Nawal. Donc, on comprend donc cette conversation entre tout le monde. Donc, on passe au dernier sujet, parité et diversité en politique. Donc, Michel, vous êtes la seule candidate à votre réélection ce soir. Vous êtes devenue, pendant votre premier mandat, mère d'une petite fille. Donc, comment se concilie la vie d'élu avec la vie de famille? Ça s'est bien passé. Je pense que vraiment avoir un bon système de support, c'est très important. Mais je pense qu'on a aussi, cette année, on a entendu beaucoup d'élus qui ont décidé de ne pas retourner en politique à cause de cette balance de famille. Donc, je pense que pour moi, c'était quand même facile, mais c'est d'assurer que nous avons vraiment un système de support important. Je suis très reconnaissante que Mme Doreen Assad, la mairesse, aussi est très supportante de cette transition dans ma vie. Donc, et aussi d'avoir une équipe à la ville pour me supporter, je pense que c'était très important. Mais à la fin de la journée, je pense que on est toutes des femmes très, très, très fortes, très intelligentes, c'est d'avoir ce système de support-là pour continuer notre travail, parce que c'est ça qu'on aime faire et on va toujours trouver un moyen pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça. Un système de soutien. Donc, Rima, vous êtes également mère de 2 enfants. Donc, est-ce que c'est un peu comme ça que vous envisagez ce défi? Oui, donc bien sûr, j'ai mon mari qui me regarde présentement. Je pense peut-être ma fille, je ne sais pas si elle a fait dodo encore, mais l'idée, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est vraiment pas évident de faire l'équilibre entre ce qu'on aime, ce qu'on faisait à l'université quand on n'avait pas d'enfants. Et donc, la passion, elle est pour le service public. En fait, pour moi, la politique, c'est un peu c'est du volontariat. On a besoin d'aider les gens qui être au service du public. Donc, mais c'est sûr que j'ai ma famille, mon mari aussi qui me supporte beaucoup. Donc, d'expliquer aux enfants, même si ma fille elle a l'âge de 4 ans, j'essaye de lui dire la politique, c'est aider les gens. Donc là, à la garderie, à un moment donné, l'éducatrice m'a dit, ah, ta fille, elle a dit, ma mère, elle fait les élections, elle veut aider les gens. Donc, le message... Le message passe. C'est ça. Donc, c'est sûr que je peux pas dire, il y a des hauts et des bas, mais c'est sûr quand c'est quelque chose qui nous passionne, on continue. Puis, c'est aussi pour le bien-être de nos enfants, puis des générations futures qu'on fait ça. Merci Rima. Et par ailleurs, donc, on vous remercie donc, publiquement donc, de votre présence ce soir, sachant justement donc, que vos enfants donc, étaient possiblement donc, malades un peu plus tôt. Donc, c'est un peu, vous êtes déjà dans cette conciliation-ci, donc à être avec nous ce soir malgré tout. Donc, mais merci pour ça, Gracia. Donc, vous êtes une adepte de gouvernance. Vous souhaitez d'ailleurs emmener votre expérience d'administratrice en politique. Donc, tout ça, donc, on vient de parler un peu donc, de consultation. Donc, Rima vient de nous dire, de conciliation plutôt, mais Rima vient de nous donner un élément intéressant en disant, ben, c'est une passion, c'est du service public, on aide les gens. Est-ce que c'est ça de la gouvernance au féminin ou est-ce que vous pensez que les femmes gouvernent différemment? Il me semble que les femmes gouvernent différemment, effectivement, et je reste convaincue que s'il y avait plus de femmes au pouvoir, il y aura plus de paix sur cette terre en général. Merci, Nawal. Du côté de Gracia. Oui, en effet, c'est important d'avoir différentes perspectives autour d'une table décisionnelle. Qu'on soit une femme, qu'on soit une personne issue de la diversité, qu'on soit une personne vivant avec un handicap. Bref, moi, j'ai vu, parce que je suis une femme, parce que je suis issue de la diversité, j'ai vraiment vu concrètement l'impact que je peux avoir sur une communauté, là, que ce soit les infirmières, que ce soit avec Force Jeunesse, etc.
je peux vraiment voir l'impact que j'ai juste par le fait d'être assise autour de la table. Donc, et pour moi, me lancer en politique, c'était un peu ce qu'on appelle walk the talk. Donc, on en parle souvent du fait que, bon, il devrait y avoir plus de femmes, plus de personnes de la diversité. Au niveau de la profession infirmière, on parle aussi d'avoir davantage d'infirmières en politique parce qu'on a une perspective qui est vraiment particulière sur les enjeux sociaux. Là, on voit la santé de façon très globale. Et comme c'est une profession qui est plutôt féminine, finalement, historiquement, ben, on a peut-être tendance à moins prendre notre place au niveau des enjeux politiques, mais c'est un axe de notre profession. Voilà. Donc, moi, je voulais dire, voilà, je suis une infirmière, une femme noire qui se lance en politique. Puis, vous savez, l'impact de ça, là, on le voit déjà en campagne électorale. On le voit, je le vois quand il y a un jeune ou une jeune qui ouvre la porte, puis son regard s'illumine. Je le vois quand un enfant regarde sa mère, puis elle est comme, c'est la madame du poteau, puis c'est comme on a la même couleur. Donc, juste vraiment le fait de se lancer avant même de savoir si on est élu ou pas, c'est déjà un gros pas vers l'avant. Donc, avoir le plus de personnes possible avec le plus de perspectives possibles autour de la table, nécessairement, je le sais, ce n'est pas une croyance, je le sais, ça contribue vraiment à changer puis à transformer notre société. Donc, voilà, merci à toutes les personnes qui sont ici autour de la table, aux personnes qui nous écoutent. Essayez, lancez-vous. Peut-être que ce n'est pas la politique, un conseil d'administration, une table d'influence quelconque. Il faut être là, il faut prendre notre place, c'est important. Merci, Gracia, Annick, sur cette même question. Donc, vous aussi, vous amenez les mêmes champs d'intersectionnalité en tant que femme noire. Mais à la différence, je suis noire, puis j'en suis fière, puis ça ne changera pas, puis c'est visible. Par contre, je me lance en politique parce que je veux servir mes gens de Saint-Vincent-de-Paul, je veux redonner à ma communauté. Et j'ai vu les besoins. Et j'ai vu aussi comment être une courroie de transmission, l'impact qu'on a quand on est assis à une table et qu'on peut changer des lois. On parle de conciliation famille-travail. On est jeune, on a des enfants, mais ça va nous pousser à agir, à avoir un levier un peu plus important quand on est assis autour de la table, d'apporter cet enjeu-là. On est une personne handicapée à mobilité réduite, on est plus apte à porter notre réalité. En tant que femme issue de la diversité, on a une influence quand même parce qu'on a des vécus. Et tout autour de la table, qu'on soit n'importe quelle origine, notre vécu va nous suivre et on peut influencer. Alors oui, la femme noire, mais aujourd'hui, je suis lavalloise et résidente de Saint-Vincent-de-Paul et c'est pour ça que je me lance en politique, parce que je veux servir et je veux servir tous les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, la femme noire est là, mais la compétence et la volonté et l'envie de servir priment en fait sur ou complètent en fait le positif d'être une femme noire en politique. Merci Annick. On continue un petit peu sur cette lancée parce que déjà, donc, j'entends des consensus au niveau de ma question sur la gouvernance au féminin. Ce n'est pas un mythe, donc on tente le fait d'avoir des voix diversifiées à la table, donc font une différence, ne serait-ce comme Gracia l'a énoncé parce que donc le fait de l'être donc représente un modèle pour les jeunes, ils voient donc ce qui est possible d'accomplir, ou par rapport à ce qu'Annick mentionne, le fait donc tout simplement que les vécus de chaque personne influencent les décisions, donc que cette personne soit issue donc de l'immigration et un parcours migratoire en soi, ou soit même donc un Québécois, une Québécoise, ce soit donc de deuxième ou de troisième génération. Donc, ces éléments, ces parcours de vie-là, donc, font une différence. Mais en même temps, on se demande, donc en 2021, y a-t-il encore des biais? Parce qu'on voit, donc il y a encore une sous-représentation des gens issus de la diversité et des femmes en politique et dans nos instances décisionnelles. Donc, quel biais faut-il encore surmonter en 2021? Stéphanie? Premièrement, des 343 candidatures ici sur l'île de Montréal, il faut être fier de dire qu'il y a 46,9% qui sont de la gent féminine. Donc, ça, c'est déjà un progrès. Et c'est aussi beau à voir que de ces candidatures-là, il y a 71 personnes qui s'identifient comme minorité visible. Donc, oui, en 2021, il y a encore beaucoup de chemin à faire en ce qui concerne les gens issus de la minorité visible ou en ce qui concerne la parité homme-femme. Il y a beaucoup de travail encore à faire, mais c'est beau à voir qu'il y a une ouverture et que
les candidats comme nous ici ce soir, on a pris la chance puis on se présente en politique. Pour moi, personnellement, comme première génération philippine-canadienne, je suis vraiment fière d'être ici parmi vous. Je suis fière de dire que je me suis présentée avec l'équipe d'Ensemble Montréal. Honnêtement, j'ai gradué en sciences politiques à l'Université de McGill. J'ai travaillé pendant 4 ans au Mexique pour un OBNL. Et quand je suis revenue ici à Montréal, j'avais vraiment le désir et la volonté de redonner à ma communauté. C'est pour cette raison-là que vraiment je me suis présentée comme conseillère de ville. Mais en grandissant, je ne me suis jamais dit que je pourrais être une candidate dans le milieu politique. Malgré le fait que j'avais étudié en sciences politiques, c'était jamais une idée qui me suis rentrée dans la tête à cause du fait qu'en grandissant, je n'ai jamais vu de personnes qui me ressemblaient dans le milieu politique. Donc, aujourd'hui, maintenant, je sais qu'il y a des jeunes qui vont grandir puis qui vont nous voir sur les plateformes, qui vont nous voir et qui vont être inspirés et motivés et vont pouvoir se dire, ou elles vont pouvoir se dire qu'elles ont une chance aussi comme nous. Donc, vraiment, je suis fière, je suis contente et merci pour cette invitation et j'espère qu'on va continuer, que malgré tous les obstacles devant nous, qu'on va quand même continuer à travailler pour cette parité-là et pour cette diversité que nous représentons. Merci Stéphanie. Bien motivant tout ça. Donc, on vous entend sur un peu donc, en complémentarité de vos collègues ce soir. Donc, cette sous-représentation-là systémique à travers les années. On en refroidit plusieurs, donc de se présenter affine, donc d'autres biais ou d'autres défis, notamment, donc surtout au niveau des femmes politiciennes. Donc, on entend souvent la question du harcèlement en ligne. Vous l'avez peut-être même toutes vécu dans le cadre de cette campagne-ci. Donc, plusieurs politiciennes de tous partis confondus se sont prononcés sur cette question. Donc, Affine, donc, est-ce un défi supplémentaire? Bien sûr, c'est un défi supplémentaire quand on est la cible des commentaires, que ça soit basé sur le fait qu'on soit des femmes, quand disons qu'il y ait un jugement qui pourrait ne pas être égal qu'avec un homme. Mais pour moi, la parité ou bien la conciliation travail-famille est même la source même de mon engagement. J'ai commencé à m'engager, moi, en 2015, quand mon bébé, Elora, qui a 7 ans aujourd'hui, avait à peine 1 an. Vous savez, quand on a des enfants, on se demande comment est-ce qu'on peut rendre le monde meilleur pour eux. Hein. Et puis moi, j'ai 2 filles, donc imaginez. J'ai suivi une conférence de Cathy Wang, que vous connaissez toutes d'ailleurs, parce qu'elle a été avec Denis Coderre, ensuite avec Valérie Plante, qui avait fait une conférence et qui parlait de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, des personnes immigrantes et tout, là où quand on s'implique, on veut s'engager, on a l'impression qu'il y a des postes qu'on ne peut pas atteindre, il y a des idées qu'on ne peut pas faire prévaloir puisqu'on est issu de l'immigration, puisqu'on est des femmes. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager pour moi-même être un exemple pour mes enfants, un exemple pour les autres femmes, un exemple pour les autres filles, qu'on n'est pas imposteur, qu'on a un mot à dire, on a des idées à faire valoir et on a des bonnes choses à apporter pour notre société et la communauté. Moi, j'ai travaillé pour des femmes, j'ai la chance d'avoir travaillé depuis que je suis engagée pour des femmes seulement, que ce soit la ministre de la Justice Stéphanie Vallée, que tu connais d'ailleurs, Madoua, que ce soit pour la mairesse de Longueuil, la mairesse de Brossard actuelle, Doreen Assad, qui a 3 enfants, qui fait un travail incroyable tout en étant une femme. Maintenant pour Catherine Fournier aussi, donc j'ai la chance d'avoir des exemples incroyables de femmes qui peuvent avoir des vies de famille, qui peuvent avoir des vies personnelles et en même temps travailler en talent et puis le faire comme mieux, si pas mieux qu'un homme aurait pu le faire. Donc, pour moi, ça se fait. Moi, je fais les choses, même ma campagne électorale, je la vis, je la fais avec mes enfants. Elle m'aide à poser des pancartes, elle m'aide à les ajuster, elle veut d'ailleurs faire du porte-à-porte avec moi. Alors, je dois aller avec ma grande, pas mon bébé. Je lui dis, je ne peux pas te protéger. C'est de cette manière-là qu'elle s'imprègne elle-même déjà à un certain âge de ce que c'est s'engager, ce que c'est l'engagement. Je le fais pour elles, je le fais pour leurs enfants, leurs amis en classe qui voient les pancartes à côté de leurs écoles et mes filles peuvent leur parler de ça parce qu'elles savent c'est quoi. Donc pour moi, la conciliation travail-famille, ça fait juste partie de l'engagement d'une femme. Cathy Wang d'ailleurs, c'est elle qui était la présidente des conseils des Montréalaises où on permettait aux femmes aussi d'avoir l'exercice
de s'impliquer en politique, la vie démocratique, en ayant comment on appelle ça, des garderies présentes dans les conseils de ville pour que les femmes, à 19h, quand il y a les conseils de ville, soient en mesure de venir poser des questions. On doit revoir nos instances démocratiques pour que ça puisse inclure la famille, inclure les femmes. Et avant qu'on passe à une autre question, Madoua, je voulais vraiment adresser le problème de féminicide sur lequel on n'a pas passé assez de temps. C'est un problème grave, que ça fait 17 femmes qui ont été tuées juste parce qu'elles sont des femmes. Alors, c'est important d'investir sur des organismes communautaires qui sensibilisent les hommes sur l'importance de respecter la volonté des femmes. C'est pas parce qu'on arrête d'aimer quelqu'un qu'on doit se faire tuer. J'étais particulièrement touchée par le décès d'une femme qui n'habite pas ma ville, Longueuil, ni Brossard d'ailleurs, mais qui était impliquée dans la chambre de commerce de la Rive-Sud, qui faisait partie de la relance économique pour le travail que je fais actuellement, qui s'est fait tuer par son ancien conjoint, tout simplement parce qu'elle est une femme. C'est des choses qu'il faut qu'on adresse, c'est le financement qu'il faut qu'on donne à ces organismes communautaires pour avoir le soutien de ces femmes qui peuvent avoir un premier cri auprès de la police, un premier cri auprès des organismes communautaires qui ont besoin de les aider. Donc, c'est vraiment important qu'on s'occupe de nous, les femmes, qu'on s'occupe de nous-mêmes et qu'on s'occupe de faire valoir le respect envers les femmes et la vie des femmes, en fait. Je voulais vraiment qu'on revienne là-dessus parce que c'est un sujet très important. Merci, Afine. Et en effet, je l'ai mentionné au début du segment, nous n'avons pas, malheureusement, on ne peut plus passer donc assez de temps ce soir sur ce sujet très important, mais merci de pouvoir donc nous remettre à l'ordre, nous rappeler à l'ordre, encore une fois, et mentionner donc l'aspect prioritaire du sujet des féminicides dans cette campagne-ci, mais également donc au sein de nos vies donc, comme femmes engagées, comme Québécoises engagées donc ici ce soir. Donc, en terminant, donc, Nawal, donc, comment on nous parle donc de cette importance de cette représentativité-là. Donc, comment on améliore notre représentativité dans les lieux décisionnels? Excellent. Encore une fois, je suis très, très heureuse d'avoir vraiment participé, écouté toutes ces femmes super inspirantes. Moi aussi, je suis issue d'origines diverses, donc je suis algérienne d'origine. J'ai grandi aux États-Unis, je suis française de naissance et je suis canadienne depuis 25 ans. Et effectivement, il fallait se battre pour prendre sa place, ça c'est sûr. Aussi, j'ai une fille de 14 ans qui, au début, quand j'avais dit, bon, elle a toujours été en politique avec moi à 11 mois, elle a connu son premier conseil d'arrondissement avec Annie Sanson. Donc, ma fille a toujours fait partie de mon parcours politique. Et puis, et tout ce que je peux dire, c'est qu'après mes 17 ans dans ce domaine, c'est qu'on est faites fortes apparemment et que nous, les femmes, il me semble qu'on a une place naturelle dans le municipal parce que c'est vraiment la place la plus proche du citoyen. Donc, et je pense que c'est là où on peut le plus possible arriver à avoir justement cette famille, enfant, arriver à allier tout ça parce que si on est en politique provinciale ou fédérale, il y a de la distance, mais si on est dans nos quartiers, dans nos arrondissements, il me semble que c'est la meilleure place et c'est là que la femme peut apporter le plus grand changement. Donc, lâchez pas, faites votre partie, mesdames, et puis on devrait gagner nos quartiers. Et puis, bonne chance à tout le monde et bravo les mamans. Merci, Nawal, merci. Donc, quel excellent mot de la fin. Donc, comme donc Nawal vient d'exprimer, donc nous sommes fortes. Vous êtes fortes, mesdames, et vous avez une place naturelle dans les lieux décisionnels. Donc, c'est ce que j'entends. Donc, merci donc à tout le monde pour votre présence ce soir. Donc, félicitations pour votre engagement à toutes dans vos communautés respectives. Donc, je vous souhaite un bon succès dans cette campagne. Donc, merci à Cyril Ekwala et à Néo-Québec pour la présentation donc, de ce panel. Donc, nous avions avec nous ce soir Nawal Bekeshi, candidate au poste de conseillère de ville dans le district de François Perrault, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension pour le Parti Mouvement Montréal. Rima Chogri, candidate au poste de conseillère dans le district de Parc Michel Chartrand, dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil pour le Parti Longueuil citoyen, équipe Jean-Marc Léveillé. Michel Gihuy,
candidate à sa réélection pour le poste de conseillère dans le district 9 pour le parti Brossard Ensemble. Gracia Kasoki-Katawa, candidate à la mairie de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce pour le parti Projet Montréal. Afine Loualalika, candidate pour le poste de conseillère de Parc de la Cité dans l'arrondissement de Saint-Hubert pour le parti Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Annick Senghor, candidate au poste de conseillère dans le district de Saint-Vincent-de-Paul pour le parti Mouvement Lavallois. Et Stéphanie Valenzuela, candidate au poste de conseillère de ville dans le district de Darlington, dans Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce pour le parti Ensemble Montréal, équipe de Nicodère. Donc, je suis Madouanika Fanor-Cadet. Bonne soirée à tout le monde. Merci et bonne chance à toutes les candidates. Merci, Madoua. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.